Voilà donc le dernier exposé de la matinée et voilà, vous avez très faim, vous vous réjouissez de manger les bons petits plats qui vous attendent, mais un dernier exposé où j'espère que je ne mettrai pas trop vos compétences à l'écrit en difficulté. Mais le plan de l'intervention sera très bref, donc je vais évoquer la problématique à laquelle je vais m'attacher et m'attarder en fait sur les pratiques et représentations propres au pôle académique de Bruxelles, et puis évoquer très rapidement l'une ou l'autre perspective. Alors la problématique est la suivante, donc la matinée qui est en train de s'achever a vu se succéder des exposés tous plus passionnants et intéressants les uns que les autres, mais ces exposés magistraux étaient relativement généralistes. Donc on nous a expliqué les difficultés de l'écrit, on nous a parlé de différents contextes québécois, français, etc. L'exposé de Déborah était déjà beaucoup plus centré sur le public bruxellois, en tout cas sur la fin. Et ici, ma question est beaucoup plus contextuelle et beaucoup plus délimitée. Quelles sont les pratiques et représentations en vigueur au sein du pôle et quelles perspectives peuvent se dégager au départ de cela? Alors, les questionnements qui m'ont préoccupée sont les suivants. Que pensent nos enseignants-chercheurs des dimensions suivantes? Les compétences à l'écrit des étudiants entrants, les compétences à l'écrit des étudiants diplômés. En quoi c'est finalement plus ou moins, ou en quoi c'est vraiment préjudiciable d'éprouver des difficultés en lien avec l'écrit pour la poursuite des études supérieures? En quoi c'est spécifique d'utiliser l'écrit au supérieur versus dans l'enseignement obligatoire versus dans le monde professionnel? En quoi c'est spécifique de manipuler l'écrit à l'université, en haute école, en promotion sociale, dans les ESA? Est-ce que vraiment nos formations préparent bien nos étudiants aux usages scripturaux requis par le monde professionnel? Et si on devait formuler des pistes pour une recherche-formation pour acculturer nos étudiants aux usages de l'écrit, quelles seraient ces pistes? Alors, d'un point de vue méthodologique, j'ai envoyé 2 courriels à toutes les autorités des établissements qui constituent le pôle académique de Bruxelles. Et donc, la question était la suivante. Seriez-vous d'accord que je mène un entretien semi-dirigé avec un enseignant-chercheur de votre établissement? On est bien d'accord que cette étude extrêmement modeste et parcellaire est saturée de biais, notamment un des biais est que chaque témoin de l'institution ne connaît pas lui-même tout ce qui se fait dans son établissement. Donc on a affaire bien évidemment à des points de vue tout à fait subjectifs, tout à fait parcellaires. L'enquête dont je vais vous présenter les résultats est exploratoire, l'échantillon n'est en rien exhaustif ni représentatif. Donc là j'utilise bien les marques de précaution dont Isabelle a parlé et voilà. Je suis très consciente des limites de ce que je vais vous proposer. Cela étant, la richesse, la diversité des propos qui ont été recueillis nous conduit à nous dire que ce genre d'entreprise est vraiment à reconduire avec un échantillon beaucoup plus convenable. Après, je pense que l'intérêt de cette présentation est de recueillir des témoignages issus de tous les types d'enseignement supérieur, pas toujours l'université, pas toujours la haute école spécifiquement. Alors on le sait bien, les travaux scientifiques qui se sont attachés aux littératies académiques universitaires sont très nombreux depuis 1998. Pour autant, la question de l'écrit à l'université a été très fortement documentée et elle l'est de plus en plus. Il y a eu toute une série de recherches et de travaux qui ont été conduits sur l'écrit en haute école. Certaines personnes dans la salle ont mené ces recherches, je pense notamment à Graziella Deleuze et beaucoup d'autres. Il me semble, mais je peux me tromper, que la question de l'écrit en promotion sociale ou dans les établissements qui offrent une formation artistique, cette question de la façon dont cet écrit se module dans ces établissements-là est beaucoup moins documentée, beaucoup moins étudiée. Alors concrètement,
J'ai conduit 7 entretiens. Certains, les plus courts duraient 1 heure, les plus longs ont duré 2 heures. Alors vous le savez, quand on exprime une demande, il y a toujours un hiatus entre la demande et la réalité. Il m'est arrivé parfois de rencontrer une seule personne, parfois il m'est arrivé de rencontrer une équipe, et on se rend compte qu'au sein de l'équipe, tout le monde n'est pas d'accord non plus, et que ça fait débat, et que c'est d'autant plus riche et intéressant. Et d'autres personnes n'avaient pas le temps forcément de mener un entretien, mais ont gentiment répondu par écrit au questionnaire qu'elles avaient reçu. Et donc concrètement en école, j'ai eu 3 témoignages, celui de Philippe Gosselin de Ferrer, Nadine Mann à l'EFEC, Anne Vlominck à la HEB. Pour l'université, donc j'ai rencontré Karine Dejean de Saint-Louis, Marie-Christine Paulet de l'ULB, décidément incontournable. Et puis en promotion sociale, j'ai rencontré des duos, des trios, Nathalie Catinus et Benoît Surdiacourt, directeur adjoint à l'EPFC, et puis nos collègues de l'Institut Prigogine qui nous accueillent, donc Audrey Cézanne, Isabelle Kronowski et Nathalie Monnier. Par ailleurs, donc, j'ai reçu 4 questionnaires écrits, Marie Géonnet de Vinci et de l'UCL, Mathias de Nyong, enseignant à l'ARBA, et Barbara Pirlo et Jennifer de Muldre, qui sont enseignantes tous deux à Lucia de Brouckère. Mes plus vifs merci, bien évidemment, à toutes ces personnes qui ont accordé beaucoup de temps, beaucoup d'engagement dans les réponses qui m'ont été apportées. Donc, comme vous vous en rendez compte par vous-même, l'échantillon est extrêmement limité. Pour autant, la richesse des propos recueillis, vous allez le voir, nous incite vraiment à nous dire que nous devons reconduire à plus large échelle ce type d'entreprise. Et une restriction également porte quant au fait que même s'il y avait peu de sujets rencontrés, tous sont actifs dans des filières extrêmement différentes, économiques, pédagogiques, artistiques, scientifiques, sciences sociales, langue et littérature. Donc on a un panel extrêmement varié avec des enseignants qui ont des parcours et des témoignages tout à fait spécifiques. Alors j'en viens rapidement aux résultats. Quand on interroge les témoins sur les compétences à l'écrit des étudiants entrants, ils ont été très bavards. Alors peut-être est-ce dû au fait que c'était la première question, mais sans surprise, les appréciations sont très moyennes, voire alarmistes. Alors de façon générale, la récurrence d'un terme m'a énormément frappée. C'est le mot disparité. Le mot disparité a été très massivement convoqué par les enseignants rencontrés. Et là, ça me permet très facilement de faire le lien avec l'exposé d'Anne-Sophie Romainville ce matin. Les enseignants-chercheurs sont frappés par la disparité des compétences des étudiants qui se présentent à eux. Alors j'ai entendu aussi beaucoup de discours extrêmement critiques et assez virulents contre le CEB, le CE1D et le CESS, qui, d'après les témoins rencontrés, seraient des épreuves qu'il serait impossible de rater et qui ne préjugent en rien de la bonne maîtrise ou pas de l'écrit. Alors la question des inégalités, de nouveau, a été massivement soulignée par les interlocuteurs, inégalités de toutes sortes. Alors certains témoins se sont hasardés à chiffrer un petit peu les choses. Selon eux, 60 ou 70% des étudiants seraient en grande difficulté en entrant dans l'enseignement supérieur. Une collègue dit que, selon elle, 10% d'étudiants seraient illettrés, donc pas analphabètes mais illettrés, avec une méconnaissance des codes et des usages qui seraient pourtant attendus. On parle de massification absolument terrible et certains acteurs évoquent le fait que le public bruxellois serait plus en difficulté que d'autres publics, notamment en raison de la multiculturalité. Et donc là, je fais le lien avec l'exposé de Déborah qui vient de s'achever. Alors sur le plan de la lecture, plus spécifiquement, on me dit les étudiants ne lisent pas vite. Ou alors ils lisent vite mais ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. La compréhension fine des textes lus pose problème. Quand il n'y a pas de mise en page un peu sexy, un peu attractive, c'est compliqué. Des enseignants me disent moi je deviens comme eux finalement. Quand la mise en page est un peu aride, ça me pose problème aussi au final.
Les pratiques lecturales sont présentées comme étant faibles et quand il y a des lectures, les enseignants regrettent qu'il y ait peu de tâches ou peu d'activités qui soient greffées sur ces pratiques lecturales. La lecture est présentée comme séquentielle et on regrette aussi le fait que la matérialité de l'écrit, les étudiants ne s'en emparent pas et donc beaucoup d'étudiants ne fleurent pas, n'annotent pas et donc ne comprennent pas que manipuler l'écrit c'est aussi un geste très manuel et donc oui c'est conseillé d'imprimer les documents, oui c'est conseillé d'imprimer les dias et oui c'est un peu compliqué d'étudier son syllabus sur un GSM. Alors, pour résumer, si je reprends le schéma de Dominique Bucheton, qui moi m'a toujours beaucoup fascinée, donc Dominique Bucheton explique quels sont finalement les différents phénomènes, les différents mécanismes qui sont en jeu sur le plan de l'écriture et de la production de textes. Alors, si vous regardez le schéma, vous réalisez que la production d'écrit est un acte hautement sophistiqué, hautement complexe, et que donc c'est normal qu'on ne s'en sorte pas bien. Et si vous regardez le schéma, je peux vous dire, et c'est une façon pour moi très commode de condenser mes données, qu'absolument tous les points du schéma ont été pointés comme problématiques par les acteurs rencontrés. Alors les savoirs linguistiques qui sont tout en haut, sont les éléments qui sont les plus cités, les plus massivement évoqués, et ça recoupe d'ailleurs les résultats de Déborah précédemment. Mais j'ai entendu des choses aussi très problématiques sur l'image de soi comme scripteur, sur le rapport à l'écrit, sur les représentations des autres, sur la maîtrise des codes, des genres, des formes, etc. Donc si vous voulez une synthèse rapide de ce qui m'a été pointé comme étant problématique, vous prenez le schéma de Bucheton et vous pouvez considérer que l'ensemble des indicateurs est présenté comme potentiellement problématique. Pas pour tous les étudiants, bien entendu, mais pour un certain nombre d'entre eux. Alors sur le plan de l'écriture, les savoirs linguistiques, donc je l'ai dit, sont très massivement cités, mais beaucoup d'autres problématiques sont mentionnées. Le rapport difficile à l'écrit, et puis cette question aussi de l'étudiant qui ne s'autorise pas à écrire. Et en fait, il a toutes les compétences, toutes les habilités, tous les savoir-faire, mais il ne s'autorise pas à écrire. Et j'ai longtemps travaillé avec une jeune doctorante il y a quelques semaines. Elle ne s'autorise pas à écrire sa thèse en raison de son origine sociale, familiale, etc. Et donc là, c'est un levier aussi très important sur lequel on va travailler au-delà de micro-habiletés linguistiques. Alors une comparaison qui a été faite et qui a été reprise par quelques personnes, c'était cette idée de texte produit par les étudiants qui s'apparente un peu à un robinet qu'on ouvre et tout se déverse en vrac. Et après, au lecteur de se débrouiller avec ce flux qui n'est pas structuré, où il n'y a pas de paragraphe, etc. Alors j'ai été frappée aussi par le fait que les enjeux affectifs et identitaires propres à l'écrit ont été très souvent évoqués par les interlocuteurs. Une collègue me dit « Tu te livres par l'écrit, tu prends un risque en te dévoilant ». Alors des étudiants qui sont aussi aux prises avec un difficile conflit de loyauté par rapport à leur famille. Pourquoi je me distinguerais? Pourquoi je me différencierais de mes parents? Alors là, je fais le lien avec l'exposé de Marie-Christine. Beaucoup d'interlocuteurs parlent d'étudiants en très grande souffrance, même à l'université. Alors je vous répète les mots qui ont été utilisés. On parle d'étudiants brisés, humiliés, cassés, dégoûtés, paralysés par l'écrit. Des étudiants qui ont réussi absolument tout leur cursus brillamment, mais qui reportent tout le temps l'écriture du travail de fin d'études qui est présenté comme un Graal absolument inatteignable. Alors, ce qui a été exprimé aussi par les collègues, c'est un vif souhait de collaborer avec les collègues du secondaire et avec les autres types d'enseignement supérieur. Et là aussi, on retrouve finalement une des missions du pôle qui est d'essayer de fédérer, de favoriser la concertation. Et il me semble qu'il y a des endroits qui sont peut-être très intéressants de ce point de vue. Je pense notamment à l'EPFC qui a la particularité d'être un établissement de promotion sociale qui accueille des étudiants qui n'ont pas le CESS. Et donc, il y a une formation qui est donnée pour acquérir ce diplôme. Il y a des bacheliers tout à fait classiques et puis des dispositifs qui sont mis en place pour faire le pont quant à cette transition qui est présentée comme tellement difficile.
Alors, des propos emblématiques d'étudiants qui m'ont été rapportés et qui sont révélateurs de tensions, de difficultés plus ou moins fortes, plus ou moins importantes. Oh, ben, on comprendra bien ce que je veux dire, hein. On n'est pas des littéraires, hein, nous, madame. Ça compte pour des points. Moi, je suis là pour gagner de l'argent, donc écrire, vous comprenez bien. Moi, je parle déjà français. Je suis nulle en français, donc de toute façon, ça n'ira pas. Oui, je ne l'ai pas écrit, mais vous savez tout de même mieux que moi que... Voilà. Donc là, ce sont des propos qui ont été rapportés par différents collègues et qui sont révélateurs de difficultés extrêmement fortes par rapport auxquelles on doit inévitablement travailler. Alors, autre problématique, les compétences à l'écrit des étudiants diplômés. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une progression indéniable qui s'explique par des facteurs différents. Il y a une sélection, un écrémage qui s'est produit, avec tous les guillemets qui s'imposent. Il y a des formations spécifiques sur l'écrit qui ont été organisées. Et puis l'écrit, finalement, les étudiants l'ont beaucoup utilisé dans des contextes répétés et diversifiés. Les interlocuteurs parlent souvent de prises de conscience successives qui ont conduit l'étudiant à des changements parfois plus ou moins importants. Et on parle d'acculturation finalement par la force des choses. Après, tout le monde dit, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de modestie, on pourrait faire mieux, on devrait faire mieux. De façon plus politique, le décret paysage a souvent été pointé du doigt. Le fait que les cours soient placés en quadrimestre et pas sur toute l'année, le fait que les parcours soient tellement individuels, ça a été présenté comme des entraves très claires au développement de l'écrit qui demande du temps, de la patience, de la rigueur, des essais et des erreurs. Alors même chez les romanistes, Marie-Christine l'a souligné, il y a une difficulté à répondre aux exigences de l'écriture scientifique. Même chez cette population que l'on croit très favorisée sur le plan de la pratique de l'écrit, même là, ça reste compliqué, il y a des résistances. Alors, Karine Dejean évoquait les travaux de Vygotsky qui sont tellement importants et qui dit que pour beaucoup d'étudiants, même universitaires, se saisir de l'écriture comme une occasion de développement de la pensée et pas juste comme un outil qui traduit la pensée, ça reste encore compliqué. Et c'est évidemment un objectif que nous devons chercher à atteindre. Alors quand on interroge les collègues sur le caractère plus ou moins préjudiciable des difficultés en lien avec l'écrit, tout le monde est bien évidemment d'accord pour dire que oui, la non-maîtrise de l'écrit entrave la bonne poursuite des études. Après, j'ai été très frappée et intéressée de savoir qu'un certain nombre de collègues disent oui, il faut enseigner la langue française, le recours au langage en tant que tel, mais il faut aussi enseigner tous les langages, qu'ils soient mathématiques et scientifiques, selon la filière évidemment à laquelle on appartient. Donc là, je vous renvoie à l'exposé d'Isabelle Delcambre, et tous les langages, quels qu'ils soient, sont problématiques et demandent une acculturation spécifique. Alors quand on demande aux collègues en quoi c'est particulier d'utiliser l'écrit au supérieur versus dans l'enseignement obligatoire ou versus le monde professionnel, il y a certaines convergences. Donc au supérieur, les enjeux et les supports varient, les consignes complexes, on en a parlé, sont redoutables, et on parle beaucoup d'un ancrage dans une réalité professionnelle. J'ai souvent entendu dire qu'au secondaire, les écrits paraissaient beaucoup plus artificiels en fait, ce qui n'est pas le cas au supérieur. Alors le fait que l'argumentation doit être systématique, j'avance quelque chose, je dois l'étayer. Alors ce qui est compliqué aussi, c'est que on demande souvent aux étudiants d'être réflexifs et dans le même temps, on demande aux étudiants d'écarter les ressentis et les affects. Donc être réflexif, c'est compliqué parce qu'il y a une bonne manière de le faire et s'étaler sur ses sentiments, ses ressentis, enfin voilà, ce n'est pas adéquat. Alors on me dit aussi que au secondaire, la lecture est parfois plus empathique, plus bienveillante. On connaît vraiment très bien les élèves et même si le texte ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attend, on sait d'où il est parti et voilà, on veut quand même valoriser la progression qui a été identifiée. Au niveau du supérieur, donc toujours d'après les propos
qui m'ont été données, la lecture professorale se veut moins empathique, plus exigeante. Il y a une difficulté qui est supérieure de cet ordre-là. Et puis au supérieur, il y a des genres discursifs spécifiques, et ça, Marie-Christine le répète suffisamment. L'université, la haute école, la promotion sociale, le supérieur de façon générale, requiert la maîtrise de genres discursifs neufs, et donc c'est normal que ce soit compliqué, et c'est normal qu'il faille y acculturer les étudiants. Quand on demande aux interlocuteurs en quoi c'est particulier d'utiliser l'écrit à l'UNIF, en école, en EPS, en ESA, toutes les réponses sont identiques. En fait, chaque interlocuteur dit avec beaucoup d'humilité, vous savez, moi je ne connais pas très bien les autres types d'enseignement supérieur. En même temps, moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce qu'il en est dans les autres formes d'enseignement supérieur. Et là aussi, le rôle du pôle semble important pour faciliter ce dialogue. Quand on parle de manipulation d'écrit en école, j'ai beaucoup entendu le mot acculturation à une profession qui passe aussi par l'écrit, quelle que soit la profession, infirmier, AAS, éducateur, etc. Pour la promotion sociale, c'est pareil. J'ai beaucoup entendu les mots acculturation et professionnalisation, mais les acteurs de la promotion sociale m'ont aussi parlé de leur rôle premier de promotion sociale au sens premier et propre du terme, c'est-à-dire remettre l'étudiant blessé dans un parcours positif. Et donc tout le lien encore avec ces étudiants en souffrance. À l'université, là, l'enjeu est un peu différent. L'étudiant est invité à se positionner comme chercheur, comme producteur de savoir, et le savoir, là, est abordé vraiment dans toute son épaisseur. Alors, au niveau de l'enseignement artistique, le collègue interrogé, malheureusement, il était tout seul, mais voilà, dit, pour nous, ce qui est important, c'est moins peut-être l'utilisation de techniques un peu sclérosantes, un peu rigides, etc. Mais l'objectif, c'est plutôt de faire entrer les étudiants dans une certaine culture de l'argumentation, les acculturer à une certaine éthique de la discussion. Ça me paraît beaucoup plus riche. Alors, ce qui est frappant également, c'est qu'on m'a beaucoup parlé de public en mutation. Les collègues de la haute école m'ont dit, avant, on avait beaucoup d'étudiants qui arrivaient chez nous et qui avaient déjà échoué à l'université et qui avaient fait tout un travail réflexif par rapport à ces échecs, et la haute école apparaissait un peu comme la dernière chance, et on voyait que beaucoup de compétences avaient été acquises. Maintenant, on est confronté à une majorité d'étudiants de première génération et qui, pour la plupart, viennent de l'enseignement qualifiant. Ces étudiants, par ailleurs, restent très longtemps des élèves et mettent du temps à devenir des étudiants pour un certain nombre d'entre eux. Et donc, tous ces éléments ont un impact clair et décisif sur la maîtrise de l'écrit. Au niveau de la promotion sociale, auparavant, on avait affaire à beaucoup d'adultes avec un parcours professionnel. C'était souvent des individus qui auraient voulu parfois mener des études, et puis qui ne l'ont pas pu, et puis qui souhaitent obtenir une formation diplômante. Et puis maintenant, les établissements sont confrontés à un nombre plus ou moins important et un nombre croissant d'étudiants qui ont 25 ans, qui ne sont plus finançables, qui sont directement issus de la haute école. Et le questionnement est le suivant. Que faire? Que peut-on faire de ces étudiants qui, pour une part, resteront un an en promotion sociale? Comment travailler avec eux? Comment investir du temps, de l'énergie pour ces étudiants très spécifiques qui, là aussi, sont lésés d'une certaine manière par les effets délétères du décret paysage. Et alors, on me parle aussi d'étudiants qui sont issus de bonnes familles, avec tous les guillemets qui s'imposent, et qui veulent absolument obtenir un diplôme du supérieur, ou dont les familles veulent vraiment qu'ils aient un diplôme d'études supérieures. Et on me parle dans ce type d'établissement d'un brassage social vraiment inédit, mais qui doit être vu comme une opportunité et vraiment comme une chance. Alors, quand on parle du monde professionnel, un certain nombre d'interlocuteurs disent que ce monde professionnel, parfois, ils ne le connaissent pas très bien. Et un mot qui a souvent été évoqué, c'était le fait de dire utiliser l'écrit dans le monde professionnel, en fait, c'est une régression.
par rapport à ce que nous on a mis en place au supérieur, avec une phrase qui en fait résume un peu ce propos, c'est-à-dire oh, bah, qui peut le plus peut le moins. L'étudiant qui s'est acquitté des tâches qu'on lui a prescrites à l'université ou à la haute école ou ailleurs, bah, en fait il mobilisera bien toutes ses compétences pour ce qu'on lui demanderait au niveau professionnel. Et globalement, on me parle d'un ajustement qui se fait très bien. Il y a un ajustement qui est nécessaire, mais les avis sont plutôt positifs de ce point de vue-là. Alors, s'agissant des dispositifs mis en place, en fait, assez étrangement, très peu de dispositifs concrets ont été décrits. On a mentionné des projets fédérateurs, notamment le portfolio, qui demande une évaluation collégiale. On insiste sur l'importance des grilles critériées d'évaluation, sur l'importance d'une formation contextualisée. On ne veut pas d'une remédiation. Et il y a un questionnement plus ou moins critique sur la capacité des collègues qui ne sont pas linguistes, qui ne sont pas romanistes, à évaluer, à étayer, à accompagner les écrits, en disant mais c'est compliqué tout ça, et en même temps ce n'est pas leur faute parce qu'il n'y a pas eu de formation spécifique, et en même temps ils sont bien amenés à le faire aussi. Alors j'ai entendu des propos comme le français s'enseigne majoritairement du cours de français, il s'enseigne partout, il est présent tout le temps. Le français, le véhicule de tout le reste. Et puis on me rapporte avec regret des propos tenus par certains collègues qui disent « Oh, l'écrit, ça n'a pas d'importance, du moment que je comprends, c'est bon, c'est pas grave ». Et donc là, on voit aussi tous les conflits et tous les enjeux au sein du corps professoral. Alors quand on demande aux collègues si on devait mener une recherche-formation pour aider nos étudiants, et donc là, on n'est pas sur le plan des constats, mais plutôt des solutions. En fait, très peu de pistes ont été évoquées, mais les enseignants ont tenu à tenir des propos un peu plus politiques. Donc ils souhaitent des groupes d'étudiants de taille modérée, une place plus grande accordée aux cours de français. Ils insistent sur le fait de vraiment réfléchir à un curriculum bien pensé, bien structuré, bien articulé. Ils souhaitent une stabilité des équipes et un cours vraiment échelonné dans le temps, et un cours qui ne se limite pas à du bourrage de crâne en 4 mois et puis on oublie et puis c'est fini au début de la première année de bac, mais vraiment cette idée de prendre le temps, parce que ça prend du temps de travailler l'écrit. La question de la transition qui est tellement redoutable et qui demande un accompagnement spécifique, et puis les collègues souhaitent vraiment massivement une concertation avec les collègues du secondaire et puis aussi avec les collègues des autres types d'enseignement supérieur. Alors du point de vue des perspectives, donc chaque établissement, chaque institution mène beaucoup de projets, tous plus riches les uns que les autres. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan du pôle académique de Bruxelles, il y a des projets spécifiques que nous menons par rapport à la transition, conduits par mes brillantes collègues Isabelle Allen et Gerson de Charpentier. Et on voit bien que cette question de la transition a été massivement évoquée par les interlocuteurs rencontrés. Différents projets sont à l'étude avec des partenaires multiples, mais ce qu'on doit retenir, me semble-t-il, de cette petite enquête, c'est l'idée de faire se rencontrer les collègues venant de types d'enseignement supérieur. Alors un projet très spécifique qui nous a beaucoup mobilisés dans l'équipe il y a quelques mois. Comme vous le savez peut-être, pour la première fois, le ministère a mis en place le fonds FRHE, qui est destiné donc à soutenir la recherche en haute école. Et donc 1 million d'euros étaient disponibles pour soutenir les projets des collègues en haute école. Et donc l'idée a été de constituer un consortium avec 6 établissements différents. Autour de ce consortium se sont fédérés différents collègues de la promotion sociale, le PFC, de Saint-Louis, de l'UC Louvain et de l'ULB. L'idée étant, si les fonds nous sont octroyés, avec tous les guillemets, tous les conditionnels qui s'imposent, de pouvoir mener une recherche longitudinale, relativement longitudinale, de 2020 à 2022. 2 objectifs sont poursuivis. Le premier est d'établir un répertoire des pratiques effectives et un répertoire des représentations des acteurs, parce qu'au fond, on se rend compte que
on n'identifie pas toujours très bien les types d'écrits qui sont mobilisés, conduits en école et sur le plan professionnel. Et puis le deuxième objectif, évidemment, c'est d'essayer de trouver tous ensemble des solutions pour mieux acculturer nos étudiants confrontés à tellement de difficultés par rapport à l'écrit. L'objectif, bien évidemment, est que tous les outils créés soient transposés avec tous les accommodements qui s'imposent à l'université, en promotion sociale et dans l'enseignement artistique. Voilà, donc on croise les doigts, on touche du bois, mais on espère vraiment, au-delà d'un discours de lamentation, de déploration, essayer de trouver tous ensemble des solutions, au-delà de toutes les solutions apportées par tous les interlocuteurs dans les établissements. Voilà, je vous remercie pour votre attention.